Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre un débat au Parlement européen sur la Hongrie. La Commission européenne a ouvert la semaine dernière une procédure d'infraction contre les autorités hongroises qui ont adopté une nouvelle loi sur l'enseignement supérieur qui pourrait conduire à la fermeture de l'Université d'Europe centrale de Budapest, une université qui est financée par le milliardaire américain George Soros. Bruxelles estime que cette loi, adoptée début avril, remet en cause le principe de la liberté académique et donc est incompatible avec les valeurs démocratiques de l'Union européenne. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a répliqué peu après en rejetant l'idée que son gouvernement menace cette université et en qualifiant George Soros de spéculateur financier. Lors de ce débat au Parlement européen, vous allez le voir, Viktor Orban a eu un échange très vif avec le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, qui a dit que Bruxelles était aussi préoccupée par l'attitude de Budapest envers les migrants, par les attaques contre les droits des Roms et par un projet de loi visant les ONG. Les chances de voir l'Union européenne néanmoins d'infliger des sanctions à la Hongrie sont relativement faibles, car cela exigerait une unanimité des 27 États membres. Mais tout de suite, je vous propose de suivre ce débat. Nous allons maintenant passer à la déclaration de la Commission sur la situation en Hongrie. Je passe la parole au premier vice-président de la Commission, M. Frans Timmermans. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre. Les évolutions les plus récentes en Hongrie ont inquiété un certain nombre de personnes dans l'Union européenne, mais aussi ailleurs. Nous partageons ces inquiétudes, ces préoccupations. Des questions ont été posées sur la compatibilité entre certaines actions des autorités hongroises avec le droit européen, avec nos valeurs que nous partageons. La plupart de ces questions, d'ailleurs, ont été soulevées par le Parlement européen auprès de la Commission. Voilà pourquoi le Collège a décidé de discuter de la situation globale en Hongrie lors de deux réunions, le 12 avril et aujourd'hui. Les discussions nous permettent de voir quels sont l'ensemble des problèmes de manière objective, le tout fondé sur une analyse juridique. Étant donné la situation la plus vaste, dans le cadre de l'article 2 du traité, un dialogue politique large entre les autorités hongroises, entre les autres États membres, entre le Parlement européen et la Commission doivent intervenir. Voilà pourquoi je me félicite de la tenue de ce débat aujourd'hui en plénière. Je fais partie d'ailleurs de ce dialogue politique au sens large du terme, avec la participation des autorités hongroises au niveau le plus élevé. Le droit sur l'éducation supérieure adopté par les autorités vise à fermer les principales universités européennes. L'idée étant que, d'une certaine manière, on divise l'Europe entre l'Europe la plus libre et celle qui l'est moins. L'analyse de la Commission L'analyse de la Commission de cette loi confirme nos inquiétudes en ce qui concerne la conformité avec la Charte des droits fondamentaux. Le Collège, par conséquent, a décidé dès aujourd'hui de lancer une procédure en infraction contre la Hongrie en envoyant une lettre d'indication aux autorités. Nous attendons une réaction de la part de ces mêmes autorités. Nous attendons donc une réaction de la part des autorités hongroises d'ici un mois. Le projet de législation déposé au Parlement hongrois début avril et le financement de ces organisations non gouvernementales fait aussi l'objet de notre étude. Si c'était adopté, ça risquerait de poser des problèmes en ce qui concerne la compatibilité avec les règles du marché intérieur de l'Union européenne et la libre circulation des capitaux, en particulier la Charte européenne des droits fondamentaux avec la liberté de rassemblement. La société civile et l'idée même de la société démocratique. Nous ne serions pas des démocraties si nous n'avions pas une société civile forte. Et par conséquent, je regrettais vivement toute forme d'action de la part des autorités hongroises visant à réduire l'espace de cette société civile et de ses organisations, ou toute tentative de sa part de contrôler ou de stigmatiser le travail qu'elles font.
Il est vrai que les ONG doivent être transparentes. Le financement doit être transparent pour les ONG. Et la Commission continuera de suivre ce processus législatif de près et exprimera ses inquiétudes sur éventuellement le dialogue politique. Nous avons discuté aussi le droit d'asile, le respect de la dignité, la tolérance des droits de l'homme, la solidarité. Et la Commission a d'ores et déjà exprimé ses inquiétudes sur le droit hongrois existant. Le nouveau droit sur l'asile pose des problèmes sur la compatibilité avec le droit européen. Le commissaire Avramopoulos a engagé des discussions sur ce sujet avec les autorités hongroises. Si ces discussions n'aboutissent pas, si elles ne produisent pas de résultats, eh bien la Commission n'hésitera pas à prendre d'autres actions. La protection des femmes enceintes au travail est une question que nous avons soulevée auprès des autorités hongroises. Et comme aucune réponse n'a été donnée, le Collège va décider d'une action éventuelle pour assurer le respect des droits de l'Union européenne en matière d'égalité des genres et le droit à leur reconnaissance. Je fais une observation plus générale. Lorsque les autorités hongroises engagent un dialogue avec la Commission, des progrès peuvent être faits. Et je voudrais être parfaitement limpide là-dessus. Lorsque nous demandons un dialogue avec les autorités hongroises, elles sont contraintes d'engager ce débat, cette discussion. Il n'y a aucun malentendu là-dessus. Je voulais aussi ajouter deux exemples où nous avons pu faire des progrès considérables. En ce qui concerne la transposition de la décision cadre pour le racisme et la xénophobie, nous sommes ravis de constater que dans les discussions que nous avons avec les autorités hongroises, nos préoccupations ont été prises en compte et le code pénal a été adapté. Sans l'application pratique du droit national est tout à fait essentielle. Et puis, nous continuerons de suivre cette affaire de très très près sur le terrain. En ce qui concerne les valeurs en matière d'égalité, de non-discrimination, le Collège continue de se montrer attentif à la situation des Roms en Hongrie, la discrimination contre les enfants roms dans le cadre éducatif. Et là aussi, nous avons eu pas mal de discussions, de dialogues. Et suite à ces discussions techniques avec les autorités hongroises, nous attendons que les autorités hongroises nous présentent des amendements législatifs. Vous savez tous que le gouvernement hongrois a décidé d'arrêter les discussions avec la Commission. La Commission a décidé de dire quelle était sa propre réaction pour éviter toute forme de malentendu et peut-être aussi faire en sorte que les faits soient avérés. L'Union européenne n'est pas et n'a jamais été Bruxelles, entre guillemets. L'Union européenne, c'est un projet qui a été conçu et mis en place par ses États membres, dont chacun a décidé de manière individuelle et démocratique que c'était la voie qu'il souhaitait suivre. Et cela inclut aussi la Hongrie. Chaque État membre, y compris la Hongrie, assume la responsabilité et le crédit de toute décision que nous prenons de manière collective. Chacun de ces États membres, y compris la Hongrie, ont signé les règles de ce club. Les allégations faites dans ces consultations, certaines d'entre elles méritent une correction. Par exemple, Bruxelles veut absolument contraindre la Hongrie à réduire les charges en matière d'utilité publique. En fait, nous partageons la volonté du gouvernement hongrois d'avoir des bonnes conditions pour les foyers. Encore faut-il avoir des marchés de l'énergie qui soient compétitifs, que l'efficacité énergique soit accrue et que nous travaillions ensemble au niveau européen pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique. C'est en quelque sorte la quintessence même de cette union de l'énergie. Autre accusation, Bruxelles veut contraindre la Hongrie à faire entrer des immigrants illégaux. La réalité, c'est que l'Union européenne se bat contre l'immigration illégale et elle aide les États membres à gérer leurs frontières extérieures et faire en sorte que l'on renvoie les migrants qui n'ont pas le droit de rester sur l'Union européenne. Et l'immigration illégale n'est pas la même chose que d'autres éléments. Nous avons la nécessité de protéger les gens qui fuient des persécutions et les traiter de manière juste et équitable. Alors que les choses soient parfaitement claires, la Hongrie, en 2015, a soumis une pression considérable.
à laquelle il a été très difficile de réagir. Étant donné cette situation tout à fait exceptionnelle en 2015, en septembre de cette même année, la Commission a proposé de réinstaller 45 000 demandeurs d'asile de Hongrie dans d'autres États membres. Mais cette proposition a été rejetée par les autorités hongroises. La Hongrie a demandé d'accepter un nombre très limité de demandeurs d'asile, 1200 et quelques, ce ne sont pas des immigrants illégaux, puisque la Grèce et l'Italie, elles, au contraire, a été touchées de plein fouet. La Hongrie peut tout simplement choisir. Les immigrants illégaux qui se dirigent vers la Hongrie sont encouragés par des trafiquants illégaux, mais aussi par des organisations internationales à commettre des actes illégaux. L'Union européenne a une tolérance zéro pour le trafic humain et a pris des mesures depuis de nombreuses années pour lutter contre ces crimes absolument haineux. Sauver des vies en mer, s'occuper de personnes vulnérables qui ont besoin d'une protection internationale n'est pas la même chose que de promouvoir une immigration illégale. Aucune preuve n'existe qui montrerait que les ONG travaillent avec des criminels pour que les immigrants rentrent sur le territoire de l'Union européenne. Quatrième, davantage d'organisations extérieures travaillent en Hongrie visant à intervenir sur les affaires intérieures de la Hongrie de manière peu transparente. J'ai dit quelle était la position de la Commission. Les conditions dans lesquelles les ONG peuvent travailler sont en principe une question relevant du droit national. Les conditions doivent être en ligne avec les droits de l'Union européenne et les valeurs de l'Union européenne. D'où l'importance de la société civile. L'Union européenne, de son côté, a des règles très strictes en matière de transparence et de lobbying auprès des institutions européennes. La cinquième accusation, c'est que Bruxelles attaquerait les mesures de création d'emplois en Hongrie. C'est l'inverse qui est vrai. L'Union européenne soutient de manière massive la création d'emplois en Hongrie. Les autorités hongroises elles-mêmes nous ont fait savoir que tout cela a contribué à créer davantage de 150 000 nouveaux emplois. Et puis la dernière question, dans ce questionnaire toujours, c'est que Bruxelles attaquerait la Hongrie pour des raisons de coupe fiscale, de réduction fiscale. En fait, les règles en matière de fiscalité doivent faire l'objet d'une décision unanime de la part de l'Union européenne. Et nous avons accepté des niveaux réduits de TVA. C'est en fait la Hongrie qui a décidé de fixer son taux de TVA à 27%, qui est un des plus élevés dans l'Union européenne. Mesdames et messieurs, le 23 mars, les chefs des institutions européennes, et notamment le Premier ministre hongrois, ont indiqué dans la déclaration de Rome, et je cite, « Il y a 60 ans, le fait de suivre cette tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons décidé de faire en sorte que le continent allait créer cette institution européenne avec des valeurs fortes, une communauté de paix, de liberté, de démocratie, des droits de l'homme en particulier. Et je dois ajouter aussi, de manière tout à fait personnelle, lorsque j'étais jeune, je me suis rendu régulièrement en Hongrie et je me souviens quelle était la sensation d'oppression que je ressentais en arrivant sur le territoire hongrois. Ces gardes, cette oppression à Budapest que vous éprouviez en permanence. Le miracle le plus important qui se soit produit, c'est la chute du mur de Berlin, la chute du rideau de fer. Et Hongrie est devenue une des nations les plus démentiques européennes. Et c'est une chose qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas quelque chose que l'Union européenne dont elle devrait se prévaloir. C'est le peuple hongrois qui lui-même s'est battu pour la paix, protéger sa liberté. Et protéger sa liberté est aujourd'hui une tâche européenne commune. Il va falloir se battre bec et ongle pour cela. Étant donné cette histoire, étant donné la déclaration de Rome, comment peut-on concilier cela avec cette campagne visant à empêcher que Bruxelles n'agisse? Le fait qu'un mois après cette déclaration, nous avons aujourd'hui ce débat sur la situation en Hongrie, nous donne davantage de raisons encore de demander des précisions sur les intentions du gouvernement hongrois. Je dirais, en guise de conclusion, que je remercie le Parlement de m'avoir soutenu dans cette affaire, mais je remercie aussi le Premier ministre Orban d'être venu aujourd'hui, de s'engager dans ce débat avec nous. Le dialogue est la façon européenne d'agir, dissiper des malentendus, mais aussi dialoguer lorsque nous sommes en désaccord. C'est comme ça que l'Europe doit agir et qu'elle le fait.
Je passe maintenant la parole au Premier ministre hongrois, M. Orbán. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Timmermans, Mesdames et Messieurs, la Hongrie, une fois encore, est à l'ordre du jour ici au Parlement européen. Je suis venu ici à Bruxelles pour vous voir, pour participer à ce débat. J'ai été député pendant pratiquement 30 ans. J'ai toujours beaucoup apprécié le débat, les points de vue qui s'opposaient. La démocratie se base sur une argumentation raisonnée. C'est également la base de la morale de l'Union européenne. Je suis convaincu que nous pouvons prendre de meilleures décisions si elles sont issues du débat et non de déclarations unilatérales. Ma présence ici aujourd'hui vise à vous informer, à vous aider à prendre des décisions lorsque vous parlez de la Hongrie. Je me souviens de votre dernière résolution sur la Hongrie. Et malheureusement, lorsque l'on voit le rapport Tavares, l'échec, on voit que les choses n'ont toujours pas été à la hauteur de votre côté. J'aimerais ici me mettre du côté de la raison à l'occasion du débat d'aujourd'hui. Ce débat, c'est un débat entre nous, entre vous et nous, et entre nous et les spéculateurs financiers, les Américains et Soros. Nous ne sommes pas peut-être aussi puissant que George Soros, ce grand financier spéculateur américain qui a détruit les vies de millions d'Européens par le biais de ses spéculations financières. Il s'est même vu imposer des amendes à cause de cela en Hongrie. C'est un ennemi de l'euro. Il est toujours très bien accueilli à bras ouverts au plus haut niveau ici, en dépit de tout cela. Mais ce n'est pas une raison pour nous condamner sur la base d'éléments erronés. L'équité ne dépend pas de la taille du pays. Mesdames et messieurs, je suis venu ici pour défendre mon pays. Il est également important de parler des réussites. En 2008, nous étions au même point que la Grèce. Le gouvernement au pouvoir était le premier à se tourner vers le FMI et vers l'Union européenne pour obtenir une aide financière. Depuis, nous avons remboursé notre dette à 100% avant qu'elle parvienne à maturité. Nous avons créé des centaines de milliers d'emplois. La Hongrie est sur le bon chemin et pourra sans doute avoir l'un des taux de chômage les plus faibles d'Europe. Aujourd'hui, nous en sommes à 4%. Nous avons une société basée sur le travail. Les gens ne perçoivent plus de prestations. Ils sont retournés travailler. Notre objectif, c'est le plein emploi. Le déficit budgétaire est bien en deçà de votre seuil, et ce depuis des années. Le dernier chiffre est de 1,8% pour la dette publique, qui, elle, est à la baisse. Et cette année, la croissance économique est stable autour de 4%. Nous avons encore des problèmes à résoudre, oui, mais nous avons des raisons également d'être fiers. Je suis convaincu que le succès de la Hongrie, c'est également le succès de l'Europe. Et l'Union européenne a besoin de réussite. Elle serait folle de laisser nos différences idéologiques détourner notre attention de ces succès. Mesdames et messieurs, il y a un certain nombre de questions qui semblent vous intéresser. Il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles le gouvernement hongrois aurait adopté une loi qui aurait fait que l'université de George Soros à Budapest aurait été en situation difficile. Le recteur de l'université a envoyé une lettre aux professeurs et aux étudiants indiquant la chose suivante. Nous aimerions souligner que l'université
d'Europe centrale n'est pas en danger, son existence n'est pas remise en question. Nous allons continuer à travailler, quelles que soient les circonstances. Donc, cette allégation n'est absolument pas fondée. La situation est tout à fait absurde. C'est comme si l'on accusait quelqu'un de meurtre, ensuite on l'inculpe alors que la victime présumée est bel et bien vivante et montre du doigt le criminel présumé. La vérité, c'est que cette loi, adoptée par le Parlement européen, qui est un amendement mineur, s'applique à 28 universités étrangères présentes en Hongrie. Et tout ce que fait ce texte, c'est d'introduire des règles uniformes qui s'appliquent donc à toutes. On comble certaines lacunes. On introduit davantage de transparence et l'on met fin aux privilèges dont bénéficiaient ces universités étrangères par rapport aux universités européennes. Vous êtes des législateurs européens, je suis moi-même Premier ministre de la Hongrie, Premier ministre d'un État membre, et mon rôle est de faire en sorte que les universités hongroises et européennes puissent bénéficier des mêmes règles que les autres et ne soient pas dans une situation désavantageuse par rapport aux universités qui ne sont pas européennes, quelle que soit leur taille, la puissance ou la puissance de leurs fondateurs. Mesdames et messieurs, l'autre question à l'ordre du jour est celle de la consultation nationale que nous avons récemment lancée. Je peux vous dire que ces 10 dernières années, c'est devenu une sorte d'habitude que de consulter régulièrement nos citoyens sur les questions qui sont importantes. Il y a déjà eu 4 consultations de ce type et je peux tout à fait vous recommander cette méthode. Cette consultation nationale permet de voir quelle est la position que devrait adopter le gouvernement hongrois sur certaines questions. Ici à Bruxelles, nous demandons le soutien, l'opinion du peuple. Mesdames et messieurs, je vais clarifier une chose. La Hongrie et le gouvernement hongrois sont tout à fait engagés dans l'Union européenne. Ceci est indéniable. Ces 30 dernières années, dans la politique hongroise, on s'est basé sur ce principe. C'est la raison pour laquelle j'ai signé, et je suis tout à fait d'accord avec la déclaration de Rome, qui a récemment été adopté, également avec le programme du PPE que nous avons adopté à Malte. Le vice-président, nous sommes mécontents quant au fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque nous critiquons l'Union européenne, c'est parce que nous voulons corriger ses erreurs. Nous voulons réformer l'Union européenne. C'est là notre conviction. Il s'agit du seul moyen de retrouver la confiance du peuple vis-à-vis des institutions européennes. Nous avons dû faire de notre mieux pour nous attaquer aux causes de l'inefficacité. Une bonne thérapie exige qu'il y ait avant tout un bon diagnostic et nous devons être clairs quant à ce qui va mal. Personnellement, et de façon générale, et c'est le cas des Hongrois, nous aimons être francs, nous aimons être clairs lorsque nous nous exprimons afin que tout le monde comprenne, même si nous savons que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et nous sommes assez irrités par ce qui nous empêche d'appeler un chat. Et ce type de discours est devenu très courant dans la vie publique européenne aujourd'hui. Mais je ne pense pas que l'on puisse exiger des 27 États membres qu'ils aient le même tempérament et le même style dans les débats. C'est justement la raison pour laquelle je pense que la culture politique européenne est si intéressante. Si l'on arrive à surmonter ces préjugés, si vous parvenez à surmonter ces préjugés à notre égard, vous trouverez un mode de pensée politique très intéressant. Il en va de même pour la consultation nationale. C'est tout à fait ce qui a fait le succès de la Hongrie. Ce questionnaire, cette consultation nationale, porte sur 3 éléments sur lesquels nous sommes en désaccord avec la Commission européenne. Nous avons une position claire. Nous ne voulons pas
certaines choses et nous pensons que les traités ne peuvent pas rendre certains éléments obligatoires. Par exemple, envoyer des migrants en Hongrie, les relocaliser en Hongrie. Nous nous réservons le droit de décider avec qui nous voulons vivre, avec qui nous voulons partager notre pays. Autre information importante, George Soros et ses ONG veulent faire entrer 1 million de migrants dans l'Union européenne chaque année. C'est en tout cas le programme dont il a fait part publiquement et il a proposé des prêts pour ce faire. Vous pouvez tout à fait lire tout cela. Nous rejetons cette proposition. Nous ne voulons pas perdre nos compétences nationales, notamment pour ce qui est de la fixation du prix du gaz et de l'électricité. Nous pensons que cela remettrait en question la position des citoyens et cela mènerait à une forte augmentation des prix, qui a déjà causé suffisamment de souffrance dans les familles hongroises. Nous ne voulons pas non plus abandonner nos compétences nationales pour ce qui est de la fixation du taux d'imposition, parce que cela nous rendrait moins compétitifs et nous ne comprenons pas pourquoi la Commission, dans son rapport annuel, critique le système de travaux publics hongrois, qui est une base très importante de notre société, une société du travail et non une société des prestations sociales. Voilà ce dont on parle ici. Notre position, c'est que nous ne voulons pas de changement en la matière. Nous ne voulons pas que l'on revoie quelles sont les compétences nationales, quelles sont les compétences européennes en la matière. Nous voulons défendre le statu quo, les règles que nous avons adoptées ensemble. D'où le slogan « Stop Brussels ». Est-ce un crime pour autant? Nous avons adopté les règles en vigueur ensemble. Ce sont les règles qui existent, qui sont d'application et celles que nous voulons défendre. Ce sont des réussites communes européennes. C'est un acquis et donc la position hongroise ne peut pas être une position anti-européenne. Il est également vrai, je ne vais pas m'en cacher, que notre vision de l'Europe, c'est une Europe des États membres forts. Dans cette Europe, les États membres prennent leurs responsabilités et ne les évitent pas pour ce qui est des aides d'État, de la dette publique, le budget, la protection des frontières. Mesdames et messieurs, nous voulons utiliser notre raison dans le débat pour modeler cette définition des positions en Bruxelles. Si vous n'aimez pas cela, eh bien faites-nous part de nos arguments, nous pouvons en parler, mais ne nous jugez pas, ne nous condamnez pas parce que nous avons notre propre point de vue. Mesdames et messieurs, troisième question, la réglementation, les règles sur les ONG. La loi hongroise suit le modèle américain. Dans un certain nombre de pays européens et dans le cadre du rapport Piper au Parlement européen, vous avez abordé cette question très complexe. Comment faire en sorte de travailler avec ces lobbies? Alors comment avoir davantage de transparence quant aux actions des lobbies? Notre loi se base sur ce principe, la transparence. Tout ce que nous voulons, c'est savoir quels sont les intérêts financiers, les autres intérêts que représentent les ONG. Il y a bien sûr un droit constitutionnel à faire entendre sa voix, de représenter son propre intérêt. Mesdames et messieurs, il est également important de bien indiquer une chose. Sans aucune exception, nous avons fait preuve de cohérence. Nous avons toujours dit que nous voulons respecter les règles et nous l'avons par ailleurs toujours fait. Je sais, je suis tout à fait conscient que le fait d'appartenir à l'Union européenne signifie qu'il y a des droits, mais également des devoirs. Nous essayons toujours d'ouvrir le dialogue afin de pouvoir trouver des solutions. Nous avons réussi à résoudre des problèmes complexes, la loi sur les médias, la nouvelle constitution hongroise, la réforme du judiciaire ou l'extension des centrales. Voilà, nous avons réussi à clore le débat sur toutes ces questions. Nous sommes parvenus à des accords et Monsieur le Vice-président, je vous rassure, il en sera de même sur ces questions. Mesdames et messieurs, la Hongrie est
un pays fier. Nous avons toujours été très engagés envers les valeurs européennes, chrétiennes. Nous avons toujours cru être une nation importante en Europe qui veut avoir un impact sur les décisions, qui veut les influencer. Notre gouvernement travaille dur pour renforcer l'engagement de la Hongrie par rapport à l'Union européenne et nous y sommes parvenus. Le soutien pour l'Union européenne en Hongrie est supérieur à 70%, le plus élevé de tous les États membres. Et nous en sommes fiers. Croyez-moi lorsque je vous le dis, les gens vont soutenir l'Union européenne à l'avenir encore, mais uniquement si elle se base sur un débat ouvert et équitable. Et si vous êtes prêt à admettre que de temps en temps, il faut des réformes. Monsieur le Président, nous avons toujours été très respectueux à votre rencontre. Lorsque vous parlez de la Hongrie, je vous demande de voir quels sont vos préjugés, de vous en tenir à la vérité et de nous juger à l'aune à laquelle vous jugez également les autres pays. Merci de votre attention. Je passe la parole au groupe du Parti populaire européen, M. Manfred Weber. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, il ne s'agit pas de fierté. Il y a une chose que je ne comprends pas. Depuis 25 ans, la CEU, l'Université centrale universitaire de Budapest, délivre deux diplômes, un diplôme européen et un diplôme américain. Ça a très bien fonctionné. Les étudiants hongrois ont ainsi un avantage. Ils peuvent obtenir 2 licences dans leur propre pays. Et pour mon groupe, je peux vous dire, Monsieur le Premier ministre, nous ne comprenons pas pourquoi cet avantage est retiré à cette université. Chers collègues, je crois que les choses doivent être claires. La liberté économique est un point élémentaire de l'Union européenne. Il faut la défendre. La science doit être libre. Elle veut, cette université, faire son travail, c'est-à-dire enseigner. Et je demande à M. Orban de prendre en considération les amendements proposés par la Commission et de transposer cela. Deuxième point. Il y a une autre chose que je ne comprends pas non plus. On peut être d'un avis différent, on peut avoir des positions différentes dans un débat, bien sûr. Mais en ce qui concerne ce sondage d'opinion tel qu'il est pratiqué en Hongrie, ce n'est pas un ensemble d'arguments. En fait, il s'agit de créer une atmosphère anti-européenne. Et, chers collègues, lorsque l'on parle de bureaucrates, qui règnent à Bruxelles, regardez ici. Et Monsieur le Premier ministre, la plupart des bureaucrates sont derrière vous. Les autres ici, ce sont des députés élus, des politiques. Et pour cette raison, je voudrais dire clairement que ce ne sont pas les bureaucrates qui règnent à Bruxelles, mais ce sont des députés élus, des ministres, des députés qui décident. Et nous ne pouvons pas permettre que durablement cette image soit endommagée. Créer l'atmosphère anti-européenne, ça vaut aussi pour M. Fico, mais ce n'est plus tolérable. Une Union européenne doit avoir, si elle veut être forte, une Hongrie forte également. Et je crois qu'il faut que les choses s'améliorent. Et si le gouvernement hongrois présente une initiative pour savoir quelles ONG sont financées, par qui sont-elles financées, et alors je me demande pourquoi on attaque le groupe des Verts, puisque ce sont les Verts qui veulent savoir qui finance les ONG. Vous voulez être les plus transparents, mais le fait que l'on ait la transparence en Hongrie, quel est l'argent qui provient de Russie, d'Amérique ou d'ailleurs pour financer ces ONG, et moi j'aimerais avoir une telle loi pour l'Europe aussi, qu'on sache exactement qui finance quoi. Et, chers collègues, lorsqu'il s'agit de la qualité du travail de Viktor Orban en Hongrie et le bilan qu'il vient de présenter, le travail qu'il a fait pour son pays et pour l'Europe,
Et il ne faut pas faire de l'Europe l'épouvantail de l'Europe. Elle a fait beaucoup de travail et je crois qu'il faut aussi expressément le reconnaître. Et il y a des représentants conservateurs qui font partie de notre groupe et je crois qu'il ne faut pas qu'on vienne me faire la leçon et qu'on me dise qui peut être membre du PPE et qui ne peut pas en être parti. Monsieur Timmermans a indiqué que c'est la manière dont on travaille ici. S'il y a des problèmes, il faut qu'on se voie et qu'on discute. Il y a un point, malheureusement, sur lequel je vais corriger Monsieur Timmermans. Votre voix n'est pas choisie par votre parti. Notre parti pratique le dialogue et toujours les modifications demandées par la Commission ont été mises en œuvre. Et lorsqu'on parle de la Roumanie, des lois sur la corruption, il n'y avait pas de Premier ministre socialiste roumain sur place. Et j'espère que M. Muscat, qui est empêtré dans le marais des Panama Papers à Malte, sera ici au mois de mai et qu'il se présentera pour répondre aux questions. Il est quand même président du Conseil. Donc je crois qu'il ne faut pas travailler avec deux poids deux mesures. Nous sommes ici pour dialoguer avec les uns et avec les autres. Chers collègues, l'Europe, ce n'est pas la loi du plus fort, mais la force du droit. C'est ce qui a été montré et confirmé par M. Orban et je crois qu'effectivement, dans ce cas-ci, il sera prêt à entendre les propositions européennes et à les transposer dans la réalité. Merci. Vu le nombre de personnes qui souhaitent intervenir et vu l'importance de ce débat, et aussi parce que je voudrais qu'il y ait aussi un système catch the eye, je ne permettrai pas de carton bleu. Monsieur Pitella pour le groupe SED. Monsieur le Président, je voudrais remercier avant tout Frans Timmermans pour les propos très clairs et fermes qu'il a tenus et pour les intentions qu'il a aussi exprimées du côté de la Commission européenne. Voilà que la Commission aille jusqu'au fond de l'affaire, sans exclure l'utilisation d'un quelconque instrument. Si les conditions sont présentes, l'instrument de l'article 7 du traité doit aussi s'appliquer. Monsieur le Président Orban, vous mentez tout en sachant que vous mentez, parce que vous savez fort bien que le Parlement européen ne défend pas les intérêts d'un grand financier américain, mais défend le caractère légitime de jeunes étudiants hongrois qui ne veulent pas être privés d'une grande et belle université qui fonctionne très bien. Nous ne défendons pas simplement cette université d'Europe centrale, mais toutes les universités, la science, la recherche, l'école, la culture, voilà ce que nous défendons, tout ce qui est à la racine même de la démocratie, de toute forme démocratique. Il ne s'agit pas simplement de parler de l'université, mais de tout cela. Nous n'avons pas de préjugés à l'égard, à votre égard, ni à l'égard d'autres personnalités qui n'ont peut-être pas la même couleur politique que vous. Nous avons l'habitude du dialogue, nous avons l'habitude de respecter, de nous respecter les uns et les autres, y compris nos adversaires, que nous ne considérons pas comme des ennemis, mais nous ne sommes pas non plus les yeux complètement fermés. On voit bien ce qui se passe en Hongrie sur la question de pluralisme des médias. On ne peut pas ne pas voir ce qui se passe aussi en ce qui concerne les organisations non gouvernementales. On ne peut pas non plus fermer les yeux, Monsieur le Président, sur le fait que vous avez refusé de mettre en œuvre un plan de relocalisation de réfugiés, non pas d'1 million, comme le demandait M. Soros. Ce que demande M. Soros ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que demande le Conseil européen, la Commission, le Parlement européen, c'est-à-dire 1500 personnes supplémentaires, 1500 réfugiés. Alors, vous avez refusé la possibilité à des personnes qui fuient leur pays, qui fuient la guerre, qui fuient le terrorisme, qui fuient la violence de pénétrer sur le territoire hongrois, comme si la Hongrie était un pays exclu ou à part de l'Union européenne. Je crois que nous devons être heureux parce que nous aimons beaucoup le peuple hongrois. Et lorsqu'on est dans une famille, il est normal que l'on partage les avantages et aussi les inconvénients de cette cohabitation. Alors c'est une question politique. Et là, je m'adresserai plutôt à M. Weber, qui a confirmé une fois encore ce lien entre le président Orban et le PPE. Je vous ai écouté, j'ai
entendu les voix des uns et des autres, des voix politiques de la part, positives de la part de collègues du PPE qui sont attentifs à la question de la liberté et des droits. Mais Monsieur Weber, est-ce qu'il est possible d'envisager que Monsieur Orban reste dans cette famille de Gasperi, de Kohl, d'autres personnalités qui ont contribué à construire cette démocratie européenne, qui ont toujours défendu la liberté, la démocratie et le pluralisme européen. Je pense qu'il faut immédiatement interrompre ce lien dès aujourd'hui et que la présence du président Orban dans la famille démocrate chrétienne soit interrompue. Enfin, Monsieur Orban, je crois qu'il s'agit de ne plus jouer ce petit jeu, de dire à Budapest que tout ça c'est de notre faute, que c'est nous qui sommes les méchants, les mauvais, qui imposent un certain nombre de choix, que nous sommes les mauvais, les méchants qui imposent tout, que c'est nous qui voulons fermer cette université. Ce n'est pas nous qui ne voulons faire ça. Ce n'est pas nous qui voulons fermer les médias. Ce n'est pas nous qui voulons refuser les réfugiés. Je crois qu'il faut faire un examen de conscience et dire la vérité telle qu'elle se présente à votre peuple. Pour le groupe conservateur et réformateur européen, je passe à M. Krasnodębski. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Timmermans. Vous avez parlé de votre expérience personnelle, de vos voyages en Hongrie. Je tiens à vous rappeler à tous que la Hongrie, tout comme mon pays, la Pologne, ont été les pionniers de la liberté des pays du bloc oriental au moment où les pays d'Europe occidentale, eux, voulaient voir quoi faire avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, dans les universités italienne et allemande se souvient encore à quel point le marxisme prévalait à l'époque. Alors nous, Hongrois, Polonais, Slovaques, n'avons pas besoin qu'on nous donne des leçons de liberté, de démocratie. Mais je peux vous faire part de mon expérience, des leçons que j'ai pu tirer en observant ce qui se passe. Vous avez aussi parlé de la société civile. La société civile, c'est la base de la démocratie, de son fonctionnement. Mais cette société civile doit être structurée comme partout. On ne peut pas avoir de structure coloniale ou post-coloniale comme c'est encore souvent le cas en Europe centrale et orientale, malheureusement. Et j'ai l'impression que cette structure, vous voulez la conserver. Pour ce qui est de l'Université d'Europe centrale, c'est une université que j'apprécie beaucoup. J'ai moi-même coopéré avec cette université pendant de nombreuses années, qui est très connue dans le domaine scientifique et qui a permis de nourrir la vie intellectuelle d'Europe centrale. Il y a beaucoup d'universitaires très intéressants qui y travaillent. Il y a également un profil idéologique indéniable dans cette université. On ne peut pas le cacher, ne le cache pas elle-même. Et nous le savons, il y a également son créateur, sujet à controverse, qui ne cache pas ses ambitions politiques et parfois même il va tellement loin qu'il remet en question les résultats des élections démocratiques de certains pays. Je vous rappelle que les États membres ont le droit de réglementer l'éducation, notamment l'activité d'universités étrangères. Je suis convaincue que dans de nombreux États membres qui critiquent aujourd'hui la Hongrie, l'Université d'Europe centrale ne pourrait pas exister. Il n'y a pas d'institution créée par George Soros en Allemagne, en Italie ou en France. D'après ce que je sais, ce n'est pas une coïncidence. Je dirais que notre groupe est opposé à toutes les tentatives de stigmatisation d'un État membre sans aucune justification. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait avoir un débat général sur l'état des universités en Europe, qui ne sont plus diversifiées, qui ne sont plus des lieux aujourd'hui de liberté. Ce sont devenus des lieux de conformisme, de répression. On se tait aujourd'hui dans les universités et le meilleur exemple de cela, c'est la persécution dont font l'objet de professeurs célèbres en Berlin, dont l'exemple est très connu et ça n'intéresse plus personne aujourd'hui. Merci. Per il gruppo dell'Alleanza Democratica e Liberale, la parola libéral-démocrate, Monsieur Verhofstadt. Thank you very much. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Orban, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première fois que nous sommes rencontrés. J'attends la traduction.
C'était dans cet hôtel à Budapest. C'était en décembre 1989. Je me souviens de vous avoir rencontré parce que c'était la première fois que je rencontrais votre parti, le DSSS, et puis j'ai rencontré les gens du Fidesz aussi, et je me souviens très bien que c'était quelques mois avant la participation du Fidesz aux premières élections libres en Hongrie. Et à ce moment-là, vous étiez aidé par George Soros, je m'en souviens. Et le programme, à cette époque, c'était un programme plutôt progressiste que le programme du SSDZ à l'époque. Disons plus social-libéral. Un peu comme Emmanuel Macron aujourd'hui. Vous étiez à l'époque l'Emmanuel Macron hongrois en 1989. Je ne suis pas sûr que M. Macron sera satisfait d'entendre ce que je viens de dire aujourd'hui. Mais bon, c'est pas important. Bon, soyons honnêtes, soyons francs. Beaucoup de choses ont changé depuis 1989, lorsque nous sommes vus pour la première fois. Vous avez changé. Vous avez abandonné vos principes démocratiques et d'une certaine manière, vous l'avez dit ouvertement, vous ne voulez pas créer une démocratie libérale, mais aller vers un État illibéral. Et vous avez harcelé les ONG, chassé les médias critiques, vous avez construit des murs, vous avez également tenté de restaurer la peine de mort, même si ce n'est pas possible en se fondant sur nos traités, puis vous avez décidé de fermer une université. Et ma question est la suivante. Jusqu'où allez-vous aller? C'est quoi la prochaine fois? La prochaine chose? Vous allez brûler des livres de l'autodafé devant le Parlement en Hongrie, le Kossuth Square? C'est ça la prochaine démarche? Les livres de Kertész, de Conrad, ou peut-être les livres qui est l'un de mes écrivains les plus importants, Sándor Márai, était un Hongrois cosmopolite que vous attaquez pour l'instant. Et lorsque je vous regarde, vous semblez fier de cela. Et ce que je vois de plus en plus, ce n'est plus un conservateur fier, parce qu'entre-temps vous êtes devenu un conservateur fier, mais en fait, vous pratiquez le protectionnisme économique, un excès de nationalisme, le sens d'un État peu libéral, et vous voyez des ennemis partout, dans le secteur énergétique, des ennemis dans le secteur des médias, dans les ONG, vous voyez des ennemis également dans le monde académique. C'est comme Staline ou Brejnev. C'est de la paranoïa. Ce n'est pas suffisant d'avoir une majorité en démocratie, il faut même chasser les autres et même les poursuivre lorsqu'ils ont un avis différent. Alors, Monsieur Orban, je conclurai là-dessus. La Hongrie est devenue membre de l'Union européenne en 2004. Vous avez signé et vos prédécesseurs ont souscrit aux valeurs de l'Union européenne. Et tous ces principes, vous les connaissez parfaitement. Et même la droite ou la gauche ici les respecte. Vous avez violé, en fait, chacun de ces principes dans les différentes affaires qui ont été citées par M. Timmermans. Et maintenant, ce que vous voulez faire, c'est rester membre de l'Union européenne. Et ayez au moins du respect pour les eurosceptiques qui disent « je n'aime pas l'Union européenne, je n'aime pas ses valeurs, je m'en vais ». Vous voulez continuer à recevoir l'argent des fonds européens, l'argent de l'Union européenne, mais vous n'en voulez pas de ses valeurs. Ça ne vous convient pas. Comment est-ce que vous appelez ça? C'est pas très courageux et certainement pas en correspondance avec la politique basée sur des principes. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de nouveau de faire un choix, comme vous avez fait un choix lorsque vous êtes passé de la libérale démocratie, un petit peu conservateur national? Est-ce qu'il n'est pas temps de vous poser la question en votre fort intérieur? Est-ce qu'on va rester membre de l'Union européenne? Est-ce que vous voulez qu'on se souvienne de vous comme quelqu'un qui a libéré la Hongrie du communisme? Ça, vous l'avez fait. Ou bien est-ce que vous souhaitez être célébré comme un ennemi
interne d'une Europe, d'une société européenne démocratique. C'est le choix qui est le vôtre maintenant. Le groupe de la GUE-NGL, je donne la parole à Madame Zimmer. Monsieur le Président, il est habituel que des hommes et des femmes qui vivent dans la politique et qui vivent dans des sociétés ou à des époques sociétales différentes, qui ont grandi à des époques différentes, il est normal que ces personnes changent de position, s'ouvrent, changent d'attitude. Dans l'histoire européenne, il n'y a quasiment pas de personnalité de premier plan qui n'ait pas subi cette évolution. Je songe en particulier à George Lucas, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, pour moi, caractérise la Hongrie, cette Hongrie très fière dont vous avez parlé, la Hongrie de la démocratie, de l'ouverture et aussi des changements, au sens où les gens souhaitent évoluer. Vous parliez du peuple hongrois, qui est un peuple fier. Je vous dis, mais qu'est-ce que c'est que le peuple de votre point de vue? En Hongrie, vous avez des gens qui vivent dans ce pays, des migrants, des migrantes, entre autres des ethnies différentes, les Roms, y vivent. Est-ce que la Hongrie est le pays où toutes ces personnes qui vivent dans votre pays, qui travaillent, qui veulent y travailler, est-ce que toutes ces personnes ont exactement les mêmes droits? Sont-ils traités à la même aune? Sont-ils respectés? N'y a-t-il pas de discrimination à leur égard? C'est la question que je vous pose. Vous parlez de Soros. Je ne suis pas ami de Soros puisque je suis de gauche, je n'ai pas à me justifier de cela. Je m'étonne que vous abordiez le sujet de Soros. Est-il vrai que vous-même n'avez pas, en quelque sorte, vu Soros qui était à l'université anglaise? Si s'il est vrai que vous souhaitez que cette réglementation en matière de l'université soit quelque chose de particulier, qu'il s'agisse de cette université-là, parce que les conditions s'appliquent plus particulièrement à cette université dans votre législation. Et donc la question est de savoir de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la liberté de la science? Est-ce qu'il s'agit de l'accès à la recherche, à la science, à l'enseignement? Ou bien s'agit-il tout simplement de quelque chose d'absolument ridicule? Ça ne peut pas se faire au détriment de personnes, d'étudiants qui sont au cœur même de cette éducation, qui doivent se demander s'ils peuvent s'inscrire au prochain semestre. Nous avions le recteur de l'université ici au Parlement européen et il est certain que ce que vous dites n'a aucune correspondance avec ce que lui nous dit. Il a sans doute compris quelles sont les conséquences de cette législation sur les personnes concernées dans son université. 80 000 personnes sont allées défiler ces 2 dernières semaines. Ce n'est pas nous qui avons été protestés en Hongrie, ce sont vos propres concitoyens qui ont protesté dans les rues à Budapest en disant « nous perdons quelque chose ». Il s'agit de cela après tout. Cette université fait partie intégrante de la vie académique du pays. Et pour toutes ces raisons, nous vous exhortons à vous engager en faveur de la préservation des droits. Voyez la législation en matière d'ONG, elle ne correspond pas avec le droit pénal, elle ne correspond pas non plus avec toute une série d'autres choses. Voyez ce qu'il en est du traitement des demandeurs d'asile également. Il ne s'agit pas des législations que vous décidez sur le plan national, mais il s'agit aussi de conventions internationales qui doivent être respectées. Et vous y êtes contraints, comme vous l'êtes pour le respect de la Charte européenne des droits fondamentaux. Merci. Monsieur Lambert pour les groupes des Verts. Monsieur le Premier ministre, bienvenue au Parlement européen. Je me félicite de votre présence ici et comme l'a dit Manfred, il est mieux d'avoir un débat direct. Monsieur Urban, je dois dire que je ne vous reconnais plus. Nous sommes nés la même année et je ne reconnais plus cette défense des droits et de la démocratie dont on m'a parlé à votre sujet en 90. Nous avons également part de critiques à assumer ici pour certaines des politiques menées, mais je ne comprends pas lorsque vous comparez l'Union européenne avec l'Union soviétique. Si Bruxelles, c'était Moscou, il y aurait des chars de l'Union européenne à Londres à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas le cas, au contraire. Je suis particulièrement frappée par le fait qu'un certain nombre de lois adoptées dans votre pays sont inspirées par Moscou, de Poutine. Pas vraiment un rêve, hein. Non, je ne vous comprends pas parce que vous avez un privilège.
Par 2 fois, vous avez eu une très forte majorité. Votre opinion publique vous a fait confiance. Vous allez peut-être vous moquer de moi, mais si mon parti avait 2 tiers de majorité dans n'importe quel État, 3 fois, vous me dites 3 fois, très bien. Moi, je n'aurais pas peur d'une presse indépendante, puisque cela stimulerait le débat public dans le pays. Cela mobiliserait l'intelligence collective. Je n'aurais pas peur d'un judiciaire fort et indépendant, puisque nous avons besoin d'un système de partage des pouvoirs. Je n'aurais pas peur d'une société vivace. Cela me permettrait d'identifier les problèmes à résoudre. Je n'aurais pas peur d'une université étrangère. Cela nourrirait les talents de mon pays. Et si certains des financements viennent de l'étranger, cela enrichit mon pays. Je n'aurais pas peur de cela. Je m'en réjouirais et je le chérirais puisque je pense que cela m'aiderait à avoir une meilleure société pour mes citoyens. Alors de quoi avez-vous peur? Comme Guy Verhofstadt, je peux vous dire que depuis que la Hongrie peut profiter de la solidarité de l'Union européenne à juste titre. Elle doit répondre à ses devoirs, mais ce n'est pas la première raison. La première raison, c'est que vous devez être une société ouverte parce que c'est bon pour la Hongrie. La Hongrie en sera renforcée. Ce sera un endroit meilleur pour sa population, avec une presse forte et diversifiée, un système de partage des pouvoirs, de très bonnes universités. Je conclurai par la chose suivante, la question des réfugiés. Et bien sûr, vous y attendiez sans doute. Monsieur Orban, je dois dire que nous sommes vraiment frappés par la façon dont votre pays traite les réfugiés. La Hongrie est dans une situation inconfortable à la frontière extérieure de l'Union européenne. Mais au lieu de diriger votre colère contre les réfugiés, vous devriez déployer de l'énergie afin que vos voisins vous aident à accueillir ces réfugiés. Monsieur Orban, vous l'avez refait aujourd'hui, très souvent, vous parlez de valeurs chrétiennes. Bien, j'ai une chose à vous dire. En tant que chrétien, je ne vois nulle part dans l'Évangile d'indication qu'il faut enfermer l'étranger et le renvoyer chez lui. Non, on lit qu'il faut l'accueillir et le protéger. Merci. Pour le groupe EFDD, je donne la parole à M. Farage. Monsieur Orban, ce n'est pas la première fois que vous êtes ici en tant que leader élu démocratiquement par une grande nation. Vous présentez un discours très raisonné sur la manière dont les Hongrois font les choses. Il y a différentes cultures au sein de l'Europe, c'est vrai. Et vous le dites, vous êtes prêt à revenir ici. Vous êtes attaqué par des non-entités qui veulent que la Hongrie se plie à leur volonté, non pas à celui du peuple hongrois. Et je commence à me poser la question, à partir de quel moment, monsieur, en tant qu'homme intelligent, allez-vous cesser de vous frapper la tête contre les murs? Vous vous êtes comporté aujourd'hui comme le leader d'un pays, une nation. Mais est-ce qu'il n'est pas évident qu'en tant que membre de l'Union européenne, vous n'êtes pas une nation, en quelque sorte, tout comme on le voit en France d'ailleurs aujourd'hui, avec des interférences considérables dans les élections présidentielles françaises, avec la Commission qui n'est pas élue et qui commence à soutenir Macron, qui n'est pas élu. Vous n'êtes pas le leader d'une nation, d'un pays, et ces personnes vont continuer d'intervenir dans la vie du peuple hongrois. Et on ne vous pardonnera jamais. Vous êtes un pécheur à leurs yeux. Vous n'êtes pas un pécheur parce que vous voulez fermer la machine de propagande de Soros. Ça n'a strictement rien à voir avec ça, mais parce que vous ne payez pas le prix, vous refusez de payer le prix de la folie de Mme Merkel et accepter les quotas de réfugiés. Et on ne va pas vous donner quitus de tout cela. Vous l'avez dit par le passé, nous avons besoin de nous débarrasser de cette Europe supranationale qui est une utopie. Et vous devez savoir, comme les eurosceptiques l'ont compris au Royaume-Uni, cette organisation, ce type d'organisation, contrainte par ces traités, n'est tout simplement pas accessible aux réformes. Est-ce qu'une institution comme celle-ci, qui est dirigée par des fanatiques, qui sont en train d'en faire un État, et l'État-nation ne peut pas coexister avec tout cela? Alors vous avez eu l'audace d'organiser un référendum sur les quotas de migrants et les personnes se sont exprimées. Vous avez donné un référendum au peuple pour savoir s'il souhaitait
rester dans l'Union européenne. Peut-être que si vous organisiez cela, vous vous ajouteriez au club du Brexit. Et à ce moment-là, vous pourriez vous battre pour un pays démocratique qui travaille ensemble et qui font en sorte que cette absurdité soit jetée aux oubliettes. Merci. Je donne la parole à M. Salvini pour le groupe ENF. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que 500 millions d'Européens sont gouvernés par des marionnettes et les terroristes répandent le sang en Europe. On préoccupe de faire un procès à la Hongrie. Tenez bon, Monsieur Orban, on parle de faux, on parle des milliards de Soros, des faux réfugiés. On ne parle pas d'un gouvernement, on n'attaque pas un gouvernement qui a été élu correctement. L'Hongrie est à une taxe unique à 16%. En Hongrie, on paye 9% pour les sociétés, le chômage c'est 4%, 11% pour le chômage des jeunes. On va à la retraite à 62 ans. Le peuple du gouvernement, hongrois, défendre leur banque centrale, leur monnaie, leurs frontières. Et que faisons-nous? On leur envoie les chars comme en 1956. On utilise des sanctions au lieu de missiles. Moi, je voudrais rappeler que beaucoup d'Européens qui font les supporters de Macron et de l'Europe, M. Napolitano, lorsque les chars sont arrivés en Hongrie, Hongrie fière comme aujourd'hui, on a parlé de la Hongrie comme étant des complotistes et des fascistes et qu'il s'agissait d'avoir des chars pour sauver la paix dans le monde. Je crois que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé durant ces 60 dernières années. Au lieu des chars, on envoie les banques, la finance et une invasion de faux réfugiés et émigrés financés par des spéculateurs sans scrupules qui a peut-être financé quelqu'un qui est assis ici dans ce Parlement ou à la Commission. Et faut-il faire un procès à la Pologne et à la Hongrie parce qu'ils défendent leurs chômeurs et leurs frontières? Vous faites partie d'un pays qui a dit que le pays de l'Europe dépenser l'argent de l'Union européenne dans l'alcool et les femmes. Je crois que vous devriez avoir honte de mettre les pieds ici. Vous devriez être honteux à l'égard de ce que vous avez dit à l'égard de M. Orban. Il ne faut pas faire le supporter de Macron et respecter le droit de vote des Français. Alors, M. Orban, merci au nom de mon groupe de l'Italie. Merci pour ce que vous avez fait, ce que vous ferez. Merci pour résister à l'Union soviétique européenne. Vive la liberté, vive la Hongrie. Monsieur Balczó. Merci, Monsieur le Président. Le Jobbik, en tant que parti représenté au Parlement européen, a toujours eu une position déterminée par les faits. Par exemple, j'ai été opposé aux quotas de migrants et j'ai été pour la protection des Hongrois telle que lancée par le gouvernement. Et il y a des années, nous étions le seul parti à protéger les Hongrois. Nous sommes contre George Soros, nous sommes contre le principe d'une société ouverte, mais ce que fait le gouvernement avec l'Université d'Europe centrale, c'est une décision autoritaire qui est un précédent inacceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous n'attendons pas de solution de l'Union européenne, mais plutôt que de la Cour constitutionnelle hongroise. En Hongrie, le Parlement doit agir. La véritable solution doit intervenir avant les prochaines élections législatives qui sont prévues dans un an. Nous sommes contre le régime corrompu qui est au pouvoir aujourd'hui. Étant donné l'importance du débat, j'ai été assez souple avec les présidents de groupe pour qu'ils puissent exprimer les différentes positions. Maintenant, pour les différents participants à ce débat, étant donné qu'il y aura aussi des interventions à la demande, je vous demanderai de respecter le temps qui vous a été imparti. Première intervention de Madame Delange pour 1 minute. Oui, effectivement, vous allez commencer avec moi, donc je vais essayer d'être très strict. Alors,
Je commence avec le cœur qui saigne parce que je connais aussi l'autre Hongrie et l'autre Fidesz, le Fidesz qui faisait l'opposition au communisme, le Fidesz qui a participé au pique-nique européen en essayant de surmonter le communisme et pour devenir membre d'une Union européenne unie. Alors ce n'est pas la première fois, une fois encore, des évolutions en Hongrie semblent me remettre en question nos valeurs et ce que nous défendons. Et en 1989, la liberté de l'éducation, la non-discrimination, le principe de la coopération sincère. Et comme l'a dit M. Timmermans, c'est une bonne chose que la Commission travaille là-dessus. Mais la véritable question, c'est vous, Monsieur le Premier ministre. Êtes-vous vraiment ce type de personne qui est nécessaire d'exagérer, de faire un tableau noir de Bruxelles uniquement pour faire le fort à la maison? Et est-ce qu'il s'agit d'un autocrate, comme nous voyons dans notre voisinage, semblable à Poutine ou à d'autres, ou Erdogan, ou est-ce que vous êtes l'homme de 1989 qui se battait? C'est à vous de faire votre choix, mais il y a un certain nombre de conséquences. J'ai été également souple avec vous. Madame Fayon. Je viens d'un pays voisin, la Slovénie. Monsieur le Premier ministre, j'ai beaucoup d'amis en Hongrie. Et nous avons tous ensemble souhaité faire partie de cette Europe ouverte. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis préoccupé avec mes amis. Le gouvernement d'aujourd'hui a mené une campagne contre les ONG qui est totalement inacceptable. On ne peut pas laisser de côté cette société civile. Dans les consultations nationales, vous présentez les ONG comme étant une menace pour les intérêts nationaux. Avec des centaines d'ONG un peu partout en Europe, nous vous demandons de retirer ce projet de loi. Et nous vous demandons de respecter la liberté universitaire académique et cesser ces changements discriminatoires à l'égard de l'éducation supérieure. Je demanderai aussi à mes collègues PPE de bien comprendre qu'il est grand temps que la Commission puisse déclencher toute législation à l'égard de la Hongrie. Nous devons défendre les peuples hongrois face à cette corrosion des valeurs fondamentales. Alors je suis sensible à cette politique de la migration européenne. Alors ne mettez pas les personnes en Bastille. Faites des personnes qui ont quitté leur pays dans des conditions absolument dramatiques. C'est scandaleux de faire cela. Madame McAvey. Merci. Comme le président Weber l'a dit, ce débat ne porte pas sur George Soros, mais sur ce qui s'est passé en Hongrie, ce que vous faites, Monsieur Orban. Je vous rappelle qu'en 89 et 90, vous avez bénéficié d'une bourse de Soros et vous avez étudié la philosophie politique libérale. Pour revenir maintenant au temps présent, nous voyons que vous avez attaqué l'Université d'Europe centrale et d'autres universités, vous avez attaqué la société civile, c'est une attaque contre l'éducation, la liberté de penser. Nous ne pouvons pas le tolérer dans l'Union européenne. Il y a un mois, Poutine a forcé la fermeture de l'Université européenne de Saint-Pétersbourg. Peu après, vous avez fait de même au sein même de l'Union européenne. Je n'arrive pas à croire que c'est une coïncidence. Je pense que c'est un plan coordonné contre la liberté de penser, la démocratie. Monsieur Orban, revenez à vos valeurs et revenez à l'Europe. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais utiliser ma minute non pas pour débattre avec Monsieur Orban, que je ne parviendrai de toute façon pas à convaincre. Il a dit que ces exemples, c'était Poutine et Erdogan, et effectivement, c'est une excellente copie. Mais je voudrais m'adresser à la Commission européenne. J'ai salué les démarches qui ont été entreprises par M. Timmermans. Je reconnais aussi que les instruments à notre disposition sont limités, mais je crois qu'il faut reconnaître, et j'aimerais poser la question à M. Weber de le reconnaître, nous ne parlons pas de problèmes simples et uniques. Je crois qu'il faut
se replacer dans une véritable systématique, destruction systématique des droits fondamentaux et de l'état de droit. Et c'est ça qui se passe aussi d'ailleurs en Pologne. Et donc, si vous ne voulez pas reconnaître le caractère systématique de ces affaires, eh bien, nous n'allons pas protéger l'intégrité de l'Union européenne. Ce sera un échec. Je crois qu'il est grand temps que l'on lance la procédure de l'article 7.1 et j'espère que notre Assemblée le votera. Merci, Monsieur le Président. Démocratie illibérale, le nouveau modèle hongrois, c'est la mise en place en pas progressive mais systématique des contre-pouvoirs. Médias, justice, éducation, ONG. Oui, la consultation Stop Bruxelles est une caricature. Et le projet de loi sur les ONG, oui, calqué sur la loi russe, n'est pas un texte de transparence mais de suspicion. S'agissant de la question migratoire, on peut se demander si le droit d'asile existe encore en Hongrie. La Convention de Genève n'est plus respectée. Détention systématique, y compris de mineurs, construction d'un mur le long de la Serbie, désormais électrifié, droit de tirer à vue pour les chasseurs de frontières. Les amalgames, les mensonges sont rois, les boucs émissaires multiples, on vient encore de l'entendre. L'absence d'action de la Commission depuis décembre 2015, tout comme le silence de M. Avramopoulos à son retour de Hongrie nous a inquiétés. Je me félicite donc, Monsieur Timmermans, que la Commission ait enfin décidé d'ouvrir une procédure d'infraction et qu'une résolution soit soumise au vote de la prochaine plénière. Monsieur Orban, on ne joue pas avec les libertés, surtout dans un pays qui a l'histoire de la Hongrie. Monsieur Sargentini. Madame Sargentini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les journaux sont condamnés au silence, les réfugiés sont enfermés et le régime comme le vôtre a besoin d'ennemis pour rester au pouvoir. Et cela vaut pour les scientifiques, les étudiants, les militants et l'idée européenne. Alors ça me fait penser à cette poème de Niemöller, Deuxième Guerre mondiale, lorsque ils ont arrêté les communistes. Je me suis tu parce que je n'étais pas communiste, mais moi je ne me suis pas mais on n'a rien fait. Monsieur Timmermans, je m'adresse à vous. Monsieur Orban, on ne peut pas s'attendre de sa part à ce que volontairement il améliore sa démocratie, mais nous avons besoin d'attendre de la Commission qu'on n'attende plus le Conseil et qu'on commence la procédure de l'article 2. Vous pouvez commencer avec l'article 7 sans que le Conseil vous donne l'autorisation. Alors faites-le. Honorable Van Stork. Madame Van Stork. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre Orban, apparemment nous parlons aujourd'hui de votre nouvelle législation sur l'université, mais nous savons qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de cette espèce d'attitude de la part des Hongrois qui s'opposent au centralisme bruxellois et qui souhaitent défendre les particularités nationales, qui luttent aussi contre l'immigration massive des musulmans et qui défend la culture chrétienne. Elle veut simplement être la Hongrie purement et simplement. La Hongrie ne veut pas être la France depuis novembre 2015, qui vit dans une situation d'exception comme Stockholm, qui est en fait le pays où on viole le plus. Alors si on choisit entre toutes ces voies, moi aussi, je choisirais la voie hongroise. Restez véritablement fort sur vos positions. Merci absolument de tout ce que vous avez fait. Notre collègue Morvaille. Non, pas de rappel. Quel est le point que vous voulez mentionner? On a accusé la Suède et Stockholm. Des faits, je veux des faits. C'est une insulte. Madame Morvaille. Chers collègues, nous, Hongrois, sommes
connu puisque nous aimons la liberté. Nous avons toujours recherché notre autonomie à travers de l'histoire. Nous pouvons donc nous mobiliser pour des questions telles que la liberté de l'éducation, la liberté de recherche, la liberté de penser, la liberté des médias. Cela peut très facilement nous mobiliser. Mais c'est un cercle vicieux, une migration de masse cachée derrière le principe de liberté. Nous ne voulons pas de migration, vous devez le comprendre. Et les Hongrois doivent également prêter attention à ce programme pernicieux. Vous indiquez que la liberté va de pair avec la question des migrants, que vous appelez demandeurs d'asile. Vous essayez de forcer la Hongrie à accepter des migrants. Nous devons faire attention à cela. De nombreux en Hongrie manifestent pour les libertés civiles, pour la liberté de l'éducation. Bien sûr, nous l'acceptons. Mais il y a autre chose encore qui nous est imposée. Et ensuite, voilà, il y a des éléments qui sont liés les uns aux autres et c'est vraiment terrible. Nous voulons la liberté, la dignité, les droits de l'homme. Oui, mais pour la migration de masse, c'est non. Madame Metsola. Les représentants des États membres sont ici pour défendre leur politique, c'est leur prérogative, mais je veux aussi défendre l'Europe dans laquelle je crois. Il ne s'agit pas de choisir ce qui vous convient dans l'Europe. Il y a des valeurs intrinsèques, un système de valeurs, et il faut une coopération étroite entre les uns et les autres en ce qui concerne l'enseignement supérieur et que on dépense beaucoup d'argent dans des campagnes inacceptables pour démolir Bruxelles. Ce n'est pas acceptable. Le populisme, alors que le monde a besoin d'autre chose, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous croyons à une Europe de la pensée, de la liberté de parole, et nous allons toujours défendre ces valeurs partout où elles seront mises en danger lorsqu'il y a corruption à Malte, parmi les rangs socialistes, l'état de droit en Pologne ou ce qui se passe en Hongrie. C'est cela que nous défendons. Nous devons absolument dire que ces valeurs ne sont pas négociables ni maintenant ni jamais. Merci beaucoup. Monsieur Niedermüller, une minute. Merci. Je voulais dire que je suis peu ou prou d'accord avec vous. Alors c'est difficile de vivre comme vous le faites. Vous vivez dans la crainte en permanence, vous avez peur de la démocratie, vous avez peur de vos ennemis, vous avez peur d'une opinion publique, vous avez peur de la société civile, des médias indépendants, des migrants, vous avez peur d'absolument tout et n'importe quoi. Ce qui s'est fait en Europe est quelque chose qui vous effraie. Vous voulez simplement démanteler les droits humains, mais aussi les valeurs de la société humaine est quelque chose que vous ne respectez pas. Vous voulez faire de la Hongrie une deuxième Russie. Dans les villes de Budapest, les manifestants n'en veulent pas manifestement. Ils veulent, vous voulez bloquer Bruxelles, il faudrait vous bloquer, vous. Votre politique libérale repose sur des mensonges, sur la corruption, sur le vol en quelque sorte de bien commun, mais vous êtes entré, vous avez pénétré dans une impasse puisque votre famille politique ne vous soutient plus complètement. Et cette Hongrie, eh bien, nous ne la laisserons jamais tomber. Monsieur Javor, une minute. Monsieur le vice-président Timmermans, Monsieur Manfred Weber, nous parlons ici de la Hongrie. Ce n'est pas la première fois et je pense que ce n'est pas non plus la dernière fois. La loi sur les ONG, la campagne Stop Brussels, Viktor Orban a encore franchi une frontière. Et ce n'est pas la première fois ces dernières années. La Commission n'a pas fait grand-chose. Le PPE a défendu Viktor Orban. Peut-être avez-vous pensé que les manifestations actives de la Commission ne feraient qu'aggraver les choses et qu'il valait mieux que le PPE garde Viktor Orban sous son contrôle au sein du parti. Vous avez tort, mais vous en avez la responsabilité. Votre passivité a
mené à cette situation et à légitimer tout ce que fait M. Orban. Vous avez trahi tous les Européens qui croient en une Europe qui est plus qu'un marché commun. Une union de valeurs, de droits et de principes. Il est temps de prouver que vous êtes aux côtés du peuple. Madame Butschkor, une minute. Mesdames et messieurs, en tant qu'enseignante, j'ai travaillé en tant qu'enseignante avant de devenir femme politique. Et le danger était systématique. Mon institut d'enseignement était censé être fermé. Et pourtant, ça n'a pas fait les manchettes des grands journaux. Il ne s'agit pas de liberté académique, mais de poids et de mesure, tout simplement. Si nous défendons les minorités, si nous demandons que les minorités voient leurs droits respectés, pourquoi n'y a-t-il pas de tels cris d'orfraie? Cette législation n'a pas pour but de fermer cette université, mais de clarifier en fait le modus vivendi de cette université. Cette législation a changé systématiquement ces dernières années et les erreurs ont été pointées du doigt. Alors je comprends mal pourquoi nous en faisons en quelque sorte une hystérie médiatique. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas de cette université de manière un peu plus apaisée? On ne devrait pas simplement s'affirmer les uns contre les autres, les uns avec les autres. Madame Costa. Merci, Monsieur le Vice-président Timmermans. Au 60e anniversaire des traités, le 30e anniversaire de Erasmus, nous entendons que la Commission a finalement entendu notre demande de prendre une initiative, première phase avant la protection prévue par l'article 2 sur l'état de liberté et d'égalité, mais également les articles 13 et 14 des droits fondamentaux sur les libertés universitaires, les libertés académiques, le droit à l'instruction. Des milliers de citoyens hongrois et européens internationaux sont descendus dans la rue et puis nous avons rencontré le recteur qui a expliqué que la CEI en particulier fait partie depuis 5 ans du système hongrois et il y a des organismes internationaux indépendants et donc la loi va bloquer l'activité de la CEI et donc il ne sera plus possible de s'y inscrire. Il y a toute une série de violations de droits humains. Il n'y a pas d'accueil des demandeurs d'asile, l'érection de murs, l'imitation des actions des ONG et une campagne inacceptable, Stop Brussels. Et j'espère que l'on pourra défendre les principes qui sont les nôtres. Merci. Monsieur Engel, une minute. Monsieur le Premier ministre, merci d'être venu et merci de m'avoir écrit récemment. Il y a quelques années, vous avez travaillé sur la nouvelle constitution, liberté des médias, âge de retraite des juges. Il y a eu des consultations nationales avec des libellés particulièrement frappants. Il y a eu des tentatives de réintroduire la peine de mort et tout cela vient d'un homme qui parle sans cesse des valeurs chrétiennes. Et je me demande si les chrétiens sont pour la peine de mort. Et je me demande s'il y a des théologues chrétiens qui trouveraient du bon à la peine de mort. Maintenant, on parle de l'université, des ONG et avant tout de la prochaine consultation nationale. Les ONG, ce n'est pas une question de transparence, comme nous le savons. Vous voulez étiqueter les ONG qui sont financées par l'étranger comme étant étrangères, parce qu'il pourrait y avoir une influence étrangère en Hongrie. Et l'influence étrangère, c'est mauvais. Ce qui me vient à l'esprit dans ce contexte, c'est que si l'influence étrangère est si mauvaise, pourquoi acceptez-vous le paiement de 5 milliards d'euros par an en tant que bénéficiaire net de fonds structurels pour avoir partout des posters dans le pays pour ensuite dire que Bruxelles, c'est de la merde. Monsieur Ulhey, pour une minute. Tisztelt európai demokraták, és velük szembe Orbán miniszterelnök úr. Les démocrates européens
sont importants, Monsieur Orban. Votre attitude est tout à fait catastrophique. Monsieur Orban a lui-même d'ailleurs touché une bourse de la part de Soros et Monsieur Soros à l'époque serait honteux de voir ce que vous êtes devenu. Vous avez trahi cette démocratie qu'il défendait à l'époque. Mais le problème est plus grave encore. C'est un scandale pour les Hongrois que nous soyons là à devoir défendre leur situation par rapport à ce que vous faites. Vous êtes en quelque sorte en train de trahir votre nation, votre pays. Et c'est un mensonge médiatique que vous financez vous-même et que vous pratiquez en permanence. Aujourd'hui, vous avez créé un nouveau parti selon le principe de M. Poutine. Qu'est-il advenu? On ne le sait pas pour l'instant, mais les choses sont certaines, il va falloir réagir contre cela. Mes chers concitoyens, je vous demanderai une chose simplement. Vous devez faire en sorte que ne punisse pas la Hongrie parce que ce n'est pas le peuple hongrois qui mérite cette critique, mais M. Orban. Nous allons rétablir la situation en Hongrie. Monsieur Sogor. Mivel egy felsőoktatási intézménnyel, a CEU-val kapcsolatos viták miatt is beszélünk most Magyarországról. Nous parlons de la CEU en Hongrie, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en Roumanie, depuis longtemps déjà, il y a un institut supérieur qui fonctionne à l'encontre de la loi. C'est un Maros Vásárhely. Et lors de la fondation, c'était une université multiculturelle et on devait y retrouver essentiellement une université qui protégerait la minorité hongroise. Et puis finalement, rien ne s'est passé pendant toutes ces années. Le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et le gouvernement roumain ne s'occupent pas de cette question. C'est un point que j'ai inscrit à l'ordre du jour, mais visiblement, peu de personnes sont intéressées par la situation de cette université, ni notre pays. Et il ne s'agit pas de la même situation que le CEU et la Hongrie. Les principes d'état de droit doivent s'appliquer à tous les pays. Madame Gall, une minute. Les attaques d'aujourd'hui contre le Premier ministre hongrois sont très clairement liées à notre position sur la migration. Nous disons la même chose depuis 2 ans. Nous avons été les premiers et le seuls à le faire en Europe. C'est cette même position qui est présente dans les documents du PPE aujourd'hui. Il s'agit de voir le document approuvé à Malte. Nous ne pouvons garantir la sécurité des citoyens européens que si nous protégeons les frontières extérieures de l'Europe et si nous décidons de qui nous laissons entrer et combien de personnes. Nous devons bien faire la distinction entre les migrants économiques et les véritables réfugiés et nous devons lutter contre les causes de la migration. Nous devons aider les migrants à rester là où ils sont. C'est là la position claire de la Hongrie. Et c'est ce qui fait que la Hongrie est encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais les citoyens hongrois et le Premier ministre ne veulent que ce que veulent les Européens. Vivre dans une Europe prospère et sûre, c'est notre responsabilité, c'est notre rôle, faire en sorte que les gens se sentent en sécurité ici en Europe. Il est honteux de voir que des personnes comme M. Verhofstadt disent ce qu'il a dit et ensuite les gens applaudissent en plus. Merci, chers collègues. Nous passons à la procédure Catch the Eye. 5 orateurs seulement pourront prendre la parole. Je sais que beaucoup seront déçus et je m'en excuse d'avance. Pour commencer, pour 1 minute, Madame Šojdrová. Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Le Premier ministre Orban, Monsieur le Premier ministre Orban, j'ai une question à vous poser. Vous nous recommandez de consulter nos citoyens, de le faire plus fréquemment. L'avez-vous fait au moment de changer la législation sur les universités? Est-ce que vous avez consulté vos concitoyens? Parce que ce que vous proposez est tout à fait catastrophique. La Hongrie, bien sûr, peut faire un choix. Elle peut choisir les conditions de travail de leurs universités. C'est une évidence. Mais vous savez que les 6 conditions législatives, notamment un accord entre les États-Unis et la Hongrie, c'est quelque chose que vous ne
pouvez pas faire en 6 mois. Si vous voulez améliorer les conditions en matière d'éducation, plus de transparence, ce sont des principes avec lesquels je suis d'accord. Mais à ce moment-là, donnez à toutes les universités la possibilité de respecter ces conditions. C'est la demande que je vous adresse. Monsieur López Aguilar. Monsieur López Aguilar, pour 1 minute. Primer ministro Orbán, si Hungría viene una y otra vez al examen de este Parlamento, je voulais dire aussi que ce n'est pas que votre pays soit victime des chars imaginaires de l'Union soviétique européenne. Ce Parlement représente aussi toute une série de millions de pays européens. Vous avez adhéré en 2004 et le traité de Lisbonne, dont les valeurs menacent l'opposition, le pluralisme, la liberté d'information, sont tout à fait essentielles. Cette attaque contre l'indépendance juridique est très importante aussi. Et donc ce sont les droits fondamentaux de toutes les personnes, notamment les immigrants. La Commission doit appliquer l'article 7, doit défendre les principes sans aucune crainte et sans calcul, parce que nous soutiendrons ceux qui mettront en place l'utilisation de cet article 7 contre le gouvernement hongrois. Monsieur Jurek. Au début de cette législature, au moment où l'on a parlé de la Hongrie, la vice-présidente du groupe libéral a dit qu'il ne s'agissait pas de telle ou telle loi, c'était le chemin que prenait la Hongrie. Et elle a dit quelque chose dont nous nous souvenons tous, qu'elle espérait que pour ce qui est de la Hongrie et d'autres pays également, la Commission européenne sera plus audacieuse et traînera moins des pieds. Ça, c'est la définition de l'état de droit. Être plus audacieux vis-à-vis des pays dont le chemin ne nous plaît pas. Et voilà, aujourd'hui, on a la Commission, avec à sa tête M. Juncker, M. Timmermans. Il y a de plus en plus de menaces qui pèsent sur la liberté, mais la liberté va l'emporter en Europe grâce aux pays tels que la Hongrie, la Pologne et grâce à des hommes politiques comme M. Orbán. Félicitations à vous. Madame Lunacek. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, c'est la 3e fois que vous êtes là devant nous pour, soi-disant, entrer en dialogue avec nous. Et nous constatons, à la 3e fois, que vous ne voulez pas de dialogue, vous ne voulez même pas nous écouter. Vous venez simplement ici pour nous faire savoir que nous, l'Union européenne, nous sommes votre adversaire, votre ennemi, vous voulez nous arrêter. C'est plutôt l'attitude d'un faible, quelqu'un qui a peur, notamment avec les lois que vous promulguez, la CEU qui devrait être finalement éliminée, la loi sur les ONG, la campagne Stop Bruxelles. Seul quelqu'un qui a peur de la démocratie, qui a peur de l'université libre, qui a peur de la société civile, agit de cette façon. En résumé, vous craignez des critiques, et la critique, c'est celle de la démocratie. Monsieur Orbán, je crois que c'est vous qu'il faut arrêter, et c'est le message que je transmets aussi à la Commission, Monsieur le vice-président Timmermans. Déclenchons l'article 7 et mettons le Conseil devant un choix, soit parler clairement, soit agir. Et Monsieur Weber, personne ne remet en question votre position. Ceux qui applaudissent sont en fait en dehors de l'Assemblée pour l'instant. Je crois qu'il est temps, Monsieur Weber, d'exclure Monsieur Orbán. Merci. Monsieur Synadinos. L'hypocrisie règne dans cet hémicycle. La plupart des chefs de groupes politiques tentent de guider en quelque sorte leurs électeurs, d'orienter les gouvernements au détriment de leurs propres citoyens qui souhaiteraient intervenir pour défendre les droits fondamentaux en Hongrie et du peuple hongrois. Alors, quelle que soit la présentation des choses que vous nous ferez, M. Soros se voit accusé. Il s'implique dans les États-nations par le biais des ONG. Et donc, le gouvernement de ces pays, les nations, doivent défendre leurs propres intérêts, doivent protéger leur propre population et l'Union européenne ne doit pas l'interdire. M. Orbán, c'est vous qui décidez en fonction des intérêts de votre peuple.
C'est vous qui vous battez contre l'islamisation du peuple hongrois. Vous tentez de protéger la Hongrie contre des forces internationales qui veulent absolument nous contraindre à la mondialisation. Nous en avons ainsi terminé avec les interventions à la demande. Je repasse la parole à M. Orbán, Premier ministre, pour répondre aux questions posées par le Parlement. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, úgy illendő, hogy néhány fontos kérdésre válaszoljak. Először is köszönöm mindannyiuknak ezt a vitát. Je pense qu'il faut répondre à un certain nombre de questions. Merci tout d'abord d'avoir organisé ce débat. Vous intéressez pour la Hongrie, merci de l'avoir fait savoir. Ceux qui, en quelque sorte, agressent la Hongrie et les décisions hongroises sont des gens que je remercie en particulier de l'expression de leur démocratie, de leur... Alors, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'indications qui montrent que nous agressons soi-disant Bruxelles. Je crois que c'est un débat qu'il va falloir tenir chez nous. Monsieur Verhofstadt, j'ai systématiquement l'impression que vous me dites ce que les Hongrois doivent faire. Essayez d'expliquer ça à vos électeurs, à nos électeurs hongrois. Vous pourrez de toute façon le dire au moment des élections que nous aurons. Monsieur le vice-président Timmermans, merci de votre intervention. Merci d'avoir proposé que nous ayons des discussions très ouvertes les uns avec les autres. Nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à discuter de l'ensemble de ces questions et je suis certain que nous pourrons trouver des solutions très rapidement à pas mal de problèmes. Je dois dire aussi à Monsieur Pittella ceci. J'ai l'impression qu'il m'a traité de manière injuste. Monsieur Pittella, je pense qu'il faut redresser l'une ou l'autre erreur. Les migrants ne veulent pas se rendre en Hongrie. Ils veulent passer par la Hongrie pour aller en Autriche, en Allemagne ou en Suède. Voilà ce qu'ils souhaitent. Nous protégeons ces trois pays, en fait, très concrètement. Voilà ce que nous faisons. C'est nous qui respectons le traité de Schengen. Je trouve étonnant que vous, en tant que député européen, nous agressiez parce que nous respectons le traité de Schengen, non pas dans notre intérêt personnel, mais dans l'intérêt des Autrichiens, des Allemands et des Suédois. Je pense qu'au contraire, il faudrait nous remercier de le faire plutôt que d'être soumis à de telles agressions verbales. Ensuite, un certain nombre de remarques ont été faites qui donneraient l'impression que le PPE est hostile à mon parti. Alors je voudrais gêner personne. Nous savons que c'est une vieille tactique typiquement communiste. Vous souhaitez que le PPE soit éparpillé pour que vous soyez plus fort vous-même. C'est ce que nous connaissons. C'est ainsi que la démocratie a été mise en péril par les communistes. J'espère que le PPE ne tombera pas dans ce travers pour la politique en matière d'immigration. Les choses sont claires. La migration illégale doit être stoppée. La répartition entre réfugiés et migrants doit se faire hors du territoire de l'Union européenne. Et les personnes en danger doivent se voir aider sur place et non pas les amener dans l'Union européenne, sur le territoire de l'Union européenne. Monsieur Pittella, moins de 10% de personnes ont été relocalisées. Ce n'est pas la Hongrie qui a fait cela, c'est un millier de personnes simplement. C'est même pas 10% de ces personnes qui ont été relocalisées ailleurs. Bien sûr, c'est une politique qui repose sur des quotas et qui a échoué parce que les pays qui ne sont pas francs à notre égard ne participent pas à ce processus. Et c'est donc une très mauvaise politique. Et lorsque on constate que la politique est mauvaise, il faut y mettre un terme et trouver d'autres solutions. Et puis, j'ajoute deux mots à propos des fonds. Les fonds que l'Union européenne perçoit de la part de l'Union européenne n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Les États de l'Union européenne profitent tous de ces fonds. Vous aussi, d'ailleurs, Monsieur Pittella, ceux qui donnent des fonds en profitent aussi en retour. Je crois qu'il faut dire aussi que les contributeurs nets sont aussi des utilisateurs de cette politique de cohésion. Et les commissaires, d'ailleurs, en discutent très ouvertement. Les chiffres sont connus. Je ne peux pas les répéter
d'actualité une fois encore, mais vous savez quelles sont les sommes qui reviennent vers vos pays. Et cette politique de cohésion, après tout, est une bonne politique. Nous avons démantelé les barrières douanières, nous avons ouvert nos marchés et la libre circulation des capitaux a été rendue possible alors que nous étions très pauvres dans les années 2000. Sans politique de cohésion, il n'y aurait pas de concurrence loyale. Vous ne pouvez pas attendre de notre part, mesdames et messieurs, que nous nous taisions. Vous ne pouvez pas discuter avec nous comme si vous nous faisiez un cadeau, une offrande, et que nous puissions en fait être achetés par vous. C'est une position que nous refusons purement et simplement. La Hongrie est tout à fait opposée à ça. Le fait que la Hongrie soit en quelque sorte, ou vive en quelque sorte en autarcie, en raison de mon attitude, de mon comportement. Après tout, ce n'est pas moi qui suis en cause, mais le peuple hongrois. J'ai été au Parlement hongrois pendant près de 16 ans et je commence à amorcer ma 12e année au gouvernement. Et je suis un des rares chefs de gouvernement qui, lorsqu'ils ont perdu, ne sont pas entrés dans les entreprises ou ont accepté des postes particulièrement bien rémunérés. Dans les conseils d'administration, qui touchent des sommes considérables. Mise en opposition et nous avons regagné petit à petit la confiance de nos concitoyens. Alors agresser un parti de ce genre me paraît tout à fait excessif, tout à fait indigne. Mesdames et messieurs, j'ai beaucoup d'idées encore à vous soumettre. Je songe en particulier à M. George Soros. Il n'a pas donné une bourse pour acheter mon point de vue pendant toute ma vie. Alors, à propos de cette démocratie peu libérale, là aussi, certains d'entre vous en ont accusé. En Europe centrale, on estime que lorsque les libéraux ne gagnent pas les élections, eh bien, il n'y a pas de démocratie. C'est ce que certains pensent en tout cas. La réalité, c'est que nous pensons que si les libéraux ne gagnent pas, eh bien, malgré tout, la démocratie peut perdurer. La démocratie libérale, c'est aussi le fait que les libéraux ne gagnent pas systématiquement les élections. Merci. Étant donné que le débat est terminé, nous allons maintenant passer la parole au premier vice-président de la Commission, M. Timmermans. Merci, Monsieur le Président. À la conclusion de cette discussion, je voudrais tirer quelques conclusions pour la Commission. Je vais être attentif aux réponses des autorités hongroises à la suite de la notification que nous avons envoyée à propos de la loi sur l'enseignement supérieur. D'après nous, c'est une violation du droit communautaire et j'espère que nous pourrons avoir une réponse à cela. Et je dois vous dire que la seule chose que demande la CEU, c'est de faire ce qu'elle fait bien. Et je viens d'un pays où, pendant des siècles, des étudiants hongrois sont venus pour étudier et pour enrichir aussi mon pays. Nous sommes dans une Union européenne où, grâce au programme Erasmus, on arrive à de véritables contaminations entre les étudiants très positives au sein de l'Union européenne. Et je crois qu'il faudrait défendre cet échange d'idées, cette vie académique, cette façon de promouvoir une vision du monde qui est ouverte à d'autres idées. Et à propos d'autres idées précisément, je respecte complètement les différences d'opinion quant à l'avenir du futur, quant à l'avenir de l'Union européenne. Chacun a le droit à son avis, mais il ne faut pas qu'on ait chacun ses propres faits. Et lorsqu'on a des efforts, des avis positifs qui ne sont pas en concordance avec les faits, on assume que les faits sont faux. Mais la Commission s'en tient aux simples faits. Et je serais reconnaissant aux autorités hongroises si, dans la procédure, dans la campagne Stop Brussels, on prenait en considération les faits que nous avons présentés à la suite des questions qui ont été posées à la population hongroise. Je crois qu'on le mérite. C'est ce que nous avons fait, nous avons travaillé dans ce sens-là et nous continuerons à travailler avec les autorités hongroises. Et à propos du débat d'aujourd'hui, nous allons trouver une solution non seulement en prenant des démarches juridiques, et c'est lorsque les traités sont violés que nous intervenons juridiquement, mais nous n'arriverons à un consensus
où nous n'atteindrons que à une solution où il faudra travailler de manière collective dans l'Union européenne que si on se fonde sur le débat. Et si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais me permettre une observation de l'extrême droite. Par manque d'arguments, nous ne recevons que des insultes et personne ne souhaitait réagir jusqu'à présent. Je le fais. J'ai été vraiment agressé par les attaques de Mme von Storch à propos de la Suède. C'est totalement inacceptable. Ce n'est pas une manière de débattre sur notre avenir commun. Et on peut parfaitement être en total désaccord, mais il faut du respect les uns pour les autres. Merci. Voilà donc pour ce débat au Parlement européen. La Hongrie du Premier ministre Viktor Orban est visée par une procédure d'infraction de la part de Bruxelles. La Commission européenne estime en effet que la loi sur les universités qui a été adoptée récemment, elle est contraire au principe de liberté d'établissement et d'enseignement. Mais néanmoins, les chances de voir l'Union européenne infliger des sanctions à la Hongrie sont relativement faibles car cela exigerait une unanimité des 27 États membres. Voilà, vous pouvez revoir bien sûr ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.